Pendant cette vidéo, tu peux t'enfoncer peu à peu, calmement, tandis que nous parcourons l'iceberg de Bob l'éponge. Nous allons observer différentes théories et des significations plus profondes de certains épisodes. Tu n'as rien à faire. Il suffit d'écouter, de te détendre et de fermer les yeux quand tu te sentiras prêt. Tandis que tu deviens de plus en plus somnolent, je vais te raconter, étape par étape, des épisodes étranges, sombres et parfois franchement bizarres, ainsi que des théories autour de Bob l'éponge. Respire lentement, inspire et expire, et laisse simplement les mots te traverser. Nous commençons avec l'épisode All Monitor, un épisode qui montre ce qui se passe lorsque Bob l'éponge reçoit un tout petit peu d'autorité et que tout déraille complètement. Bob l'éponge a enfin l'occasion d'être surveillant à l'école de navigation de Madame Puff. Quelque chose qu'il désire clairement depuis très longtemps. Mais voilà le problème. Personne d'autre ne veut le faire. Jimmy l'a déjà fait et en a plus qu'assez. Bill refuse catégoriquement. Tina l'a fait 3 fois et dit pratiquement à Madame Puff qu'elle devrait vraiment choisir quelqu'un d'autre. Il mentionne même Beth avant que Madame Puff ne se rappelle que Beth a déjà obtenu son diplôme. On voit Madame Puff devenir de plus en plus désespérée à mesure que les options s'épuisent. Bob l'éponge pousse son pupitre de plus en plus vers l'avant, comme un enfant surexcité qui veut absolument être choisi. Et finalement, elle est coincée. Elle sait que ce n'est pas une bonne idée, mais elle n'a plus le choix. Bob l'éponge prononce alors un discours véritablement interminable sur son nouveau rôle de surveillant. Un discours qui semble durer des heures. L'horloge disparaît même pour montrer combien de temps passe. Il continue de parler de protéger les citoyens et de faire respecter les règles, tandis que tout le monde se déconnecte lentement. Lorsqu'il termine enfin, la journée d'école est déjà finie et Madame Puff s'est endormie. Les élèves passent littéralement par-dessus lui en courant vers la sortie. Par culpabilité, Madame Puff le laisse garder l'uniforme pour la nuit. Une décision qu'elle va très vite regretter. À partir de là, tout devient étrange. Bob l'éponge décide qu'être surveillant ne s'arrête pas à la fin de l'école. Il emmène donc sa nouvelle mission dans la rue. Sa première idée, brillante, remplacer un feu de signalisation cassé en se mettant lui-même à diriger la circulation. Imagine la scène. Tu conduis tranquillement et soudain, il y a une éponge jaune en uniforme qui fait des gestes frénétiques au milieu de la route. Les voitures s'écrasent parce que personne ne comprend ce qu'il indique. Un carambolage se produit. Mais ça devient encore plus bizarre lorsque Bob l'éponge voit qu'une fenêtre est ouverte dans une maison. Il conclut que les habitants sont en danger. Il met une cagoule, saute par la fenêtre et crie « Je suis le maniaque de la fenêtre ouverte !» tandis que les propriétaires dînent tranquillement. Il s'enfuit en hurlant et Bob l'éponge ferme la fenêtre avec satisfaction, comme s'il venait de les protéger. La partie vraiment absurde arrive lorsque Bob l'éponge entend parler du maniaque qui cause des problèmes en ville et décide d'aller le chercher. Le retournement, il se chasse lui-même. Patrick l'aide en tant que sous-shérif et rapporte à la radio tout ce que fait le maniaque, sans se rendre compte qu'il observe littéralement Bob l'éponge. Bob l'éponge panique totalement, se cache,
tourne en rond, court dans tous les sens et finit par se réfugier dans une boîte aux lettres. Quand Patrick annonce que le maniaque est dans une boîte aux lettres, Bob l'éponge explose hystériquement à l'extérieur, les bras et les jambes traversant le métal. Le chaos atteint son apogée lorsque Bob l'éponge traverse en courant 4 immeubles qui s'effondrent ensuite comme des dominos. Il passe même devant une grille remplie d'affiches, recherchées, avec son propre visage, sans faire le lien. La police arrive et le traite comme un véritable criminel. Madame Puff, qui apparaît à la fin, comprend immédiatement ce qui s'est passé et se reproche tout. Ils sont tous les deux arrêtés. L'épisode se termine avec Madame Puff donnant cours depuis la prison pendant 6 mois. Ce qui est inquiétant, ce n'est même pas les dégâts matériels. C'est que Bob l'éponge ne réalise jamais qu'il a causé tout cela. Des gens sont blessés, des immeubles sont détruits, des familles sont traumatisées, et Bob l'éponge reste joyeux, innocent, comme si rien ne s'était passé, avançant sans comprendre. Ensuite, nous passons à l'un des épisodes les plus étranges. Cet épisode emmène Carlo Tentacule dans un voyage temporel qui commence simplement, mais se termine de manière étonnamment triste. Carlo veut seulement pratiquer sa clarinette sans que Bob l'éponge et Patrick ne le dérangent avec leur invitation à aller pêcher des méduses. Il n'arrête pas de frapper à sa porte, encore et encore, avec la même question. Carlo en a assez et s'enfuit au crabe croustillant, pensant y trouver la paix puisque c'est dimanche. Mais même là, le duo le retrouve. Par pur désespoir, Carlo se cache dans le réfrigérateur, puis dans le congélateur. Il s'attend à ce que quelqu'un vienne rapidement le chercher. Mais cela n'arrive pas. 2000 ans plus tard, Carlo est découvert par une version robotique de Bob l'éponge dans un futur entièrement chromé. Tous ceux qu'il connaissait ont disparu. Le monde est froid et stérile. Et les Bob l'éponge et Patrick qu'il voit ne sont que des copies robotiques. Carlo est submergé et s'enfuit avec la machine à voyager dans le temps vers le passé. Mais c'est presque pire. Les versions préhistoriques de Bob l'éponge et Patrick sont primitives, presque incompréhensibles, et le poursuivent hystériquement lorsqu'il essaie de leur apprendre à pêcher des méduses. Le moment le plus terrifiant arrive lorsqu'à cause d'une erreur de la machine, Carlo se retrouve dans un vide blanc. Nulle part. Un espace infini, sans forme, sans son, sans vie. Des voix murmurent encore et encore un seul mot. Seul. Et pour quelqu'un qui dit toujours vouloir le silence et la paix, cela devient son pire cauchemar. Il s'effondre et commence à pleurer, réalisant qu'il regrette sa vie d'avant. Même Bob l'éponge et Patrick. Lorsque Carlo revient enfin, il découvre aussi que c'est lui-même qui a inventé la pêche aux méduses en l'enseignant aux versions préhistoriques. Quelque chose qui, dans le présent, l'irrite profondément. L'épisode se termine avec un Carlo qui préférerait retourner dans la machine à voyager dans le temps plutôt que d'affronter la réalité. La cruauté réside dans le fait que Carlo obtient exactement ce qu'il a demandé, le silence total. Et cela le rend profondément malheureux. Le message est subtil, mais percutant. Même des amis agaçants valent peu le mieux que pas d'amis du tout. Il y a aussi quelque chose de déprimant dans la façon dont une petite décision, se cacher dans un congélateur, lui coûte absolument tout. Il voulait seulement quelques minutes de paix pour jouer de la clarinette.
Mais il a fini par perdre son monde entier. Tous ceux qu'il connaissait sont morts pendant qu'il était congelé. Et ce temps-là est irrécupérable. Les éléments de voyage dans le temps créent une situation étrange où Carlo se retrouve piégé dans une boucle qu'il a lui-même causée. Il enseigne la pêche aux méduses, aux versions préhistoriques de Bob l'éponge et Patrick, et c'est pour cela que cela existe dans son présent. Cela le frustre tellement qu'il décide de voyager dans le temps, ce qui l'amène à l'enseigner dans le passé. Une paradoxale sans issue simple. Les versions robotiques de ses amis sont probablement les plus perturbantes. Elles ressemblent à Bob l'éponge et Patrick et parlent gentiment, mais elles ne sont pas réelles. C'est comme être entouré d'acteurs parfaits imitant quelqu'un que tu aimes. Tu sens que quelque chose ne va pas, sans pouvoir dire quoi exactement. L'épisode traite toute cette folie temporelle comme une comédie, mais en dessous se cache une vraie tristesse. Carlo perd tout pour quelques minutes de silence, puis découvre qu'il est coincé dans un cycle qu'il n'a jamais voulu créer. Le fait qu'il envisage même de retourner dans ce cauchemar temporel, simplement parce que l'alternative, sa vie normale, lui semble insupportable, montre à quel point l'expérience l'a déstabilisé. C'est l'un de ces épisodes qui semblent légers quand on est enfant, mais qui ont des implications étonnamment lourdes quand on les revoit adultes. Carlo vit la perte, la solitude et la panique existentielle d'une manière qui serait traumatisante pour n'importe qui. Mais la série en fait une blague. Maintenant, parlons de l'épisode où Bob l'éponge et Monsieur Krabs fabriquent un hamburger véritablement répugnant et où tout dégénère. Nasty Patty commence comme une journée typique et orageuse au crabe croustillant, mais devient rapidement très étrange. Tout commence lorsqu'un inspecteur sanitaire arrive en pleine tempête. Monsieur Krabs panique, sachant qu'une mauvaise note pourrait fermer son restaurant. Lui et Bob l'éponge tentent d'impressionner l'homme en lui servant pratiquement tout le menu. L'inspecteur manque de s'étouffer entre deux bouchées. Puis une nouvelle tombe. Il y aurait apparemment un faux inspecteur sanitaire qui se promène pour manger gratuitement. Quand Monsieur Krabs croit qu'ils ont nourri un escroc, quelque chose s'allume en lui. Ses yeux deviennent rouges, l'ambiance change, et il décide de se venger. Au lieu de simplement se fâcher, Bob l'éponge et Monsieur Krabs décident de préparer un hamburger extrêmement répugnant pour rendre l'homme malade, la Nasty Patty. Monsieur Krabs y met des déchets volcaniques. Bob l'éponge ajoute du réfort d'hippocampe, la chose la plus dégoûtante de l'océan. Puis vient le moment le plus bizarre. Monsieur Krabs sort un petit flacon contenant de véritables rognures d'ongles de pied, conservées dans son bureau. Il veut les mettre dans le hamburger. C'est aussi répugnant que ça en a l'air. Quand Bob l'éponge fait tomber le hamburger par accident dans les toilettes, on pourrait penser qu'il recommencerait. Mais Monsieur Krabs propose de le sécher avec ses chaussettes de sport. Le résultat est un hamburger vert, palpitant, avec un pain couvert de bosse. Un crime culinaire. Le plus étrange est à quel point il s'amuse. Il rit, se pince le nez et agisse comme si c'était une expérience divertissante. Cela semble hors caractère. Il semble prendre plaisir à l'idée de faire du mal à quelqu'un. Lorsque l'inspecteur prend une bouchée, une mouche lui entre dans la gorge.
Il commence à s'étouffer, glisse sur des sachets de sauce et se cogne la tête, tombant inconscient. Bob l'éponge et Monsieur Krabs supposent immédiatement que leur hamburger dégoûtant l'a tué. Au lieu d'être sous le choc ou d'appeler à l'aide, ils paniquent à propos des conséquences. Monsieur Krabs accuse Bob l'éponge, bien que ce soit son idée. Il décide de cacher le corps. Il traîne l'inspecteur inconscient dans un endroit isolé, commencent à creuser une tombe et deviennent de plus en plus hystériques lorsqu'il gémit, soudainement, sans se rendre compte qu'il est encore vivant. Lorsque la police arrive à la recherche de quelqu'un d'autre, Bob l'éponge et Monsieur Krabs croient qu'ils enquêtent sur eux pour meurtre. Ils cachent l'inspecteur dans des endroits absurdes, y compris le congélateur. Quand un agent veut y prendre de la glace, ils sont totalement démasqués. À la fin, ils avouent spontanément avoir assassiné quelqu'un. Et à la même seconde, commencent à s'accuser mutuellement. Leur loyauté fond instantanément. L'inspecteur se réveille, mais la police le prend pour un zombie et le frappe avec tout ce qu'elle trouve. C'est le chaos total. À la fin, le crabe croustillant reçoit une note favorable et tout le monde agit comme si rien d'étrange ne s'était produit. Ce qui dérange dans cet épisode, c'est la vitesse à laquelle tout dégénère. Bob l'éponge et Monsieur Krabs passent de l'hospitalité à une tentative d'empoisonnement en quelques minutes. Il est aussi étrange de voir Bob l'éponge, normalement la boussole morale, participer avec enthousiasme à quelque chose de malveillant. Et lorsqu'ils croient que quelqu'un est mort, leur premier réflexe est de se protéger eux-mêmes au lieu d'aider. Le fait que la série traite tout cela comme du slapstick le rend encore plus sombre. Les conséquences seraient énormes, mais elles ne sont jamais reconnues. Ce n'est qu'en y repensant plus tard que l'on réalise à quel point c'était absurde et sinistre. Maintenant, passons à l'épisode où Bob l'éponge et Patrick deviennent entrepreneurs et finissent presque par devenir des escrocs. Chocolate with Nuts commence innocemment, mais montre à quelle vitesse la naïveté change quand l'argent entre en jeu. Bob l'éponge reçoit par accident un magazine de luxe. Lui et Patrick sont fascinés par ses vies extravagantes, un homme avec une piscine dans sa piscine. Patrick s'extasie devant quelqu'un qui possède des chaussures. Ils décident qu'eux aussi veulent être riches et qu'ils doivent donc devenir hommes d'affaires. Bob l'éponge demande à Patrick ce qu'il aime le plus et Patrick répond « le chocolat ». Ils décident donc de vendre des tablettes de chocolat. Un plan simple, rien de mauvais. Leur première rencontre est avec un homme qui semble calme. Jusqu'à ce qu'il entende le mot « chocolat ». Il se transforme alors en maniaque hystérique, hurlant « chocolat » et les poursuit pendant tout l'épisode. C'est comique, mais aussi étonnamment intense. Ensuite, ils rencontrent un vendeur sournois qui leur vend des sacs spéciaux. Il les convainc que tout vendeur sérieux en a besoin. Puis, il leur vend des sacs pour leurs sacs. Ils tombent dans le panneau et perdent leur chocolat dans le chaos. Lorsqu'une vieille dame veut acheter des tablettes, ils ne parviennent pas à les retrouver parmi toutes leurs nouvelles affaires. Elle met trop de temps, s'impatiente et s'en va. Bob l'éponge se rend compte qu'ils ont besoin d'une autre stratégie. Il propose d'être plus gentil. Patrick dépasse les limites et à la porte suivante, lâche
je t'aime, ce qui effraie le client. Bob l'éponge tente une approche réaliste, mais tombe sur un client qui craint que le chocolat ne se transforme en graisse bouillonnante. Leur carrière de vendeur ne se déroule pas très bien. Après une série d'échecs, ils décident d'étirer la vérité pour vendre. C'est là que cela devient moralement douteux. Au lieu d'être honnêtes sur ce qu'est le chocolat, ils commencent à inventer des affirmations absurdes sur ses effets. Ils disent aux gens que le chocolat les fera vivre éternellement. Un mensonge assez tordu. Une vieille dame en fauteuil roulant veut acheter immédiatement parce qu'elle est désespérée à l'idée de prolonger sa vie. Sa fille ne veut clairement pas qu'elle gaspille son argent pour cette absurdité. Mais la vieille dame a tellement d'espoir qu'elle achète. Il est inconfortable de voir Bob l'éponge et Patrick exploiter la peur de la mort. Ils continuent. Ils disent à un autre client que le chocolat fera pousser les cheveux. Et il achète 20 tablettes parce que sa femme essaie de se laisser pousser la barbe. Ils assurent que le chocolat rend les gens intelligents. Et un homme avec un accent très marqué en achète immédiatement plusieurs. Chaque mensonge est plus ridicule, mais les gens y croient encore. Patrick dit même à quelqu'un que le chocolat empêche son visage de devenir encore plus laid, ce qui est directement cruel. Bob l'éponge affirme que le chocolat peut faire voler les gens, les faire tomber amoureux, apporter la paix mondiale et même les faire gouverner le monde. Ce ne sont plus de petits mensonges. Ils reçoivent de l'argent pour des bénéfices totalement inventés. Le client le plus étrange qu'il rencontre est un homme entièrement bandé qui dit avoir des os en verre et une peau en papier. Il raconte que chaque matin, il se casse les jambes et chaque après-midi, les bras, et que la nuit, il reste éveillé à cause de la douleur jusqu'à ce que les crises cardiaques l'endorment. C'est réellement triste de l'entendre décrire sa condition. Et pour couronner le tout, il tombe dans les escaliers et se casse encore plus d'os. Bob l'éponge et Patrick se sentent coupables et l'aident à entrer, où il révèle qu'il paie ses factures médicales en vendant du chocolat. Bob l'éponge et Patrick finissent par lui acheter tout son chocolat au lieu de vendre le leur, ruinant complètement leur objectif commercial. Plus tard, on découvre qu'il était lui aussi un escroc et qu'il portait simplement un déguisement. À la fin, Bob l'éponge et Patrick abandonnent et s'assoient dans la rue en se sentant comme des ratés. Alors, l'homme obsédé par le chocolat du début les rattrape enfin. Au lieu de leur faire du mal, il veut acheter tout leur chocolat et leur donne beaucoup d'argent. Ils utilisent leur nouvelle richesse pour louer un restaurant luxueux et invitent la vieille dame et sa fille à dîner. La vieille dame essaie encore de s'enduire de chocolat parce que Bob l'éponge et Patrick ont dit que cela la ferait vivre éternellement. Sa fille les regarde avec une haine pure, tandis que Bob l'éponge et Patrick obtiennent ce qu'ils voulaient, mais seulement en mentant à des gens désespérés. Ce qui est inquiétant dans cet épisode, c'est la facilité avec laquelle Bob l'éponge et Patrick justifient leurs mensonges. Ils commencent avec de bonnes intentions, mais découvrent vite que dire la vérité ne rapporte pas d'argent. Alors, ils passent à l'invention de bénéfices de plus en plus extravagants, et chaque mensonge réussi rend le suivant plus facile. Il est particulièrement dérangeant de voir comment ils ciblent
des personnes vulnérables, la vieille dame qui craint de mourir, l'homme complexé par son apparence, des gens assez désespérés pour croire que le chocolat résoudra leur vie. Bob l'éponge et Patrick semblent ne ressentir aucune véritable culpabilité d'abuser des espoirs et des peurs des autres. L'épisode montre aussi comment être escroqué peut te transformer en escroc. Le vendeur de sacs les trompe en leur vendant des choses inutiles. Puis eux se retournent et trompent d'autres personnes en vendant du chocolat avec de fausses promesses. Un cycle où chacun tente de profiter des autres. Vers la fin, Bob l'éponge et Patrick apprennent que mentir est plus rentable qu'être honnête. Mais l'épisode ne s'arrête jamais pour se demander si c'est bien. Ils atteignent leur rêve de vie luxueuse, mais uniquement par la tromperie et l'exploitation. Les gens à qui ils ont menti seront probablement déçus quand le chocolat ne leur donnera pas la vie éternelle ni le pouvoir de gouverner le monde. Il y a quelque chose de dérangeant dans la manière dont l'épisode présente la fraude comme une simple autre façon de gagner de l'argent. Bob l'éponge et Patrick ne subissent aucune conséquence et semblent avoir appris que le succès signifie abandonner l'honnêteté. C'est l'un de ces épisodes où les protagonistes deviennent les méchants, sans s'en rendre compte. Maintenant, nous allons plus profondément dans l'iceberg. Mais avant, assure-toi d'être abonné à notre chaîne. Commençons avec un épisode qui montre comment Carlo Tentacule découvre quelque chose qu'il adore, mais qui lui monte peut-être un peu trop à la tête. Just One Bite fait passer Carlo de ses plaintes amères contre les pâtés de crabe à devenir leur plus grand fan, en très peu de temps. Tout commence avec Carlo faisant son travail habituel au crabe croustillant. Servir les clients tout en se plaignant constamment de la façon dont les pâtés de crabe sont dégoûtants. Il regarde Harold en manger et lâche des commentaires sur le caractère répugnant de la chose, qualifiant les clients de nauséabonds pour manger cette ordure. Quand Bob l'éponge l'entend, il pense que Carlo plaisante, car tout le monde aime les pâtés de crabe. Mais Carlo insiste et admet qu'il n'en a jamais goûté un, et qu'il n'a aucune intention de le faire. Bob l'éponge est sincèrement choqué. Il sort même un dictionnaire pour vérifier si ces mots peuvent exister dans la même phrase. Les clients ont un dicton. Les seuls qui n'aiment pas les pâtés de crabe sont ceux qui n'en ont jamais goûté. Bob l'éponge devient donc obsédé par l'idée que Carlo prenne au moins une bouchée, convaincu que cela changera complètement son opinion. La préparation du premier mordant devient intense, car Bob l'éponge refuse d'abandonner. Il poursuit Carlo dans le restaurant avec un hamburger et essaie toutes les astuces possibles. Il fait l'avion comme avec un bébé, sort des hamburgers derrière l'oreille de Carlo comme par magie et le suit même aux toilettes. Quand rien ne fonctionne, Bob l'éponge désespère et s'enchaîne à Carlo. Cela montre à quel point il est déterminé à prouver son point de vue. Carlo finit par céder et prend une toute petite bouchée, juste pour que Bob l'éponge le laisse tranquille. Mais au lieu d'admettre qu'il a aimé, il fait une mise en scène énorme sur le caractère horrible de la chose. Il la traite d'affreuse, de sale, d'immonde, jette le hamburger par terre et l'écrase en insultant quiconque aime en manger. Il lui fait même une petite pierre tombale, comme s'il l'enterrait. Ce qui est vraiment étrange se produit lorsque Bob l'éponge retourne en cuisine. Dès que Carlo est seul,
Il change complètement. Il commence à creuser désespérément dans le sable où il a enterré le hamburger. Et quand il le retrouve sous le sable, il l'enfourne entièrement dans sa bouche et pleure toutes les années perdues. À partir de là, tout s'accélère. Carlo se faufile en cuisine et tente de commander un hamburger à Bob l'éponge, discrètement. Il devient de plus en plus excité en décrivant ce qu'il veut. Ses yeux suivent littéralement le hamburger pendant que Bob l'éponge le retourne sur le grill. Mais quand Bob l'éponge part chercher le client qu'il aurait commandé, on voit la déception et la frustration de Carlo. Cela devient encore plus étrange lorsque Bob l'éponge ne trouve personne et décide de le manger lui-même. Carlo regarde avec une horreur pure sa chance de manger un autre pâté de crabe disparaître. Il est si désespéré qu'il envisage sérieusement d'en sortir un de la poubelle. Lorsqu'il voit quelqu'un jeter un hamburger à moitié mangé, il se jette dessus. Il finit par manger une montagne de déchets pour atteindre ce petit morceau de pâté de crabe. Ce qui est franchement dégoûtant quand on y pense. Cette nuit-là, Carlo rêve longuement de pâté de crabe, au point de se marier avec l'un d'eux. En se réveillant, il est tellement obsédé qu'il décide de cambrioler le crabe croustillant à minuit. Le restaurant possède un système de sécurité absurdement exagéré qui le met 2 fois en feu, mais Carlo s'en débarrasse, comme si de rien n'était. Les choses deviennent sauvages lorsqu'il atteint enfin la chambre forte remplie de pâté de crabe. Il l'ouvre et découvre des centaines de hamburgers, et il ne sait même pas par où commencer, jusqu'à ce que Bob l'éponge apparaisse à 3 heures du matin en comptant des graines de sésame. Il attrape Carlo la main dans le sac. Lorsque Bob l'éponge réussit à faire admettre à Carlo qu'il adore les pâtés de crabe, Carlo perd totalement le contrôle. Il commence à en manger un après l'autre, en met plusieurs dans sa bouche et se jette même dans la pile, comme dans une piscine. Bob l'éponge tente de l'avertir que manger autant n'est pas une bonne idée. Carlo demande ce qui pourrait arriver. Exploser? Et c'est exactement ce qui se produit. Les cuisses de Carlo gonflent à des proportions énormes et le crabe croustillant explose. Dans l'ambulance, la tête de Carlo repose sur une civière, tandis que ses tentacules sont dans un seau. Le secouriste se contente de rire et dit qu'il se souvient très bien de son premier pâté de crabe. Présenté comme une blague, mais en réalité, Carlo est à l'hôpital parce qu'il n'a pas su se contrôler. Ce qui est perturbant, c'est la rapidité avec laquelle Carlo passe d'un désintérêt total à une obsession malsaine. Une seule bouchée change toute sa personnalité et le rend capable de mentir, de voler et d'ignorer tous les signaux d'alarme. Il passe de « je n'ai jamais goûté » à « je risque ma vie pour ça » en moins d'une journée. Les réactions des autres sont également étranges. Bob l'éponge semble plus préoccupé par la bonne façon de manger que par l'effondrement mental évident de Carlo. Le secouriste traite la situation comme si c'était normal. Personne ne trouve étrange qu'une personne passe de l'aversion totale à l'obsession totale en moins de 24 heures. Maintenant, parlons de l'épisode où Bob l'éponge et Patrick découvrent les gros mots et enseignent accidentellement à des enfants partout le pouvoir du langage vulgaire. Sailor Mouth commence par une curiosité innocente, mais montre rapidement comment le langage peut te mettre dans de sérieux ennuis
lorsque tu ne comprends pas ce que tu dis. Tout commence lorsque Bob l'éponge sort les poubelles et voit des graffitis sur le conteneur derrière le crabe croustillant. Il lit des phrases comme « Up with bubbles, down with air » et les prend pour des blagues inoffensives. Puis il voit un graffiti disant « Squidward smells » et ajoute joyeusement « Good » pour le rendre plus gentil. Mais ensuite, il trouve une phrase qui dit « Crabs is a » suivi d'un mot entièrement censuré par un bruit de dauphin. Lorsque l'éboueur entend Bob l'éponge dire ce mot, il est choqué et lui demande s'il embrasse sa mère avec cette bouche. Bob l'éponge ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, car il n'a fait que lire à voix haute ce que quelqu'un d'autre a écrit. Patrick arrive et déclare que ce mot est un intensificateur de phrases, quelque chose qu'on saupoudre sur les phrases pour les rendre élégantes et raffinées. Il le démontre en l'utilisant naturellement, et très vite, les deux l'intègrent à leur langage quotidien. Le désastre commence lorsque Bob l'éponge va travailler le lendemain. Il salue les gens en leur demandant comment se passe leur journée bruit de dauphin et annonce le plat du jour avec plusieurs mots censurés. Les clients sont scandalisés. Les parents couvrent les oreilles de leurs enfants et tout le monde se plaint du langage vulgaire dans ce qui devrait être un restaurant familial. Le véritable problème apparaît lorsque tous les clients partent offensés. Le compteur de satisfaction client chute, des alarmes retentissent, et M. Krabs se rend compte que son entreprise est en grave danger. Quand il entend ce qui s'est passé, il explique à Bob, l'éponge et Patrick que ce qu'ils disent est en réalité le gros mot numéro 11 d'une liste de 13 mots que seuls les marins grossiers utilisent. Bob l'éponge et Patrick sont horrifiés d'avoir dit quelque chose d'inapproprié et jurent solennellement de ne plus jamais utiliser ce genre de langage. Plus tard dans la journée, Bob l'éponge et Patrick jouent à un jeu de société appelé Eels and Escalators. Lorsque Bob l'éponge perd, il se frustre et lâche accidentellement le gros mot. Patrick devient immédiatement moralisateur et menace d'aller le dire à M. Krabs, jusqu'à ce qu'il dise lui-même le mot en essayant d'expliquer ce que Bob l'éponge a fait de mal. Une course vers le crabe croustillant s'engage, les deux essayant de se dénoncer mutuellement tout en répétant le mot encore et encore, se pointant du doigt. La situation s'aggrave lorsque M. Krabs leur donne une leçon sur le langage, jusqu'à ce qu'ils se cognent l'orteil contre une pierre. Il lâche alors une rafale de jurons qui rendent le langage de Bob l'éponge et Patrick presque innocent. Il utilise les 13 gros mots en sautillant de douleur. Tout est censuré par des klaxons de bateaux, des mouettes et des bruits nautiques. Bob l'éponge et Patrick comptent chaque mot et concluent qu'ils doivent le dire à sa maman. Les conséquences les mènent tous les trois chez Maman Krabs. Ils expliquent ce qui s'est passé et Pontum répète largement les mots censurés, faisant s'évanouir Maman Krabs de choc. Comme punition, elle met les garçons à peindre sa maison pendant qu'elle entre préparer de la limonade. L'épisode se termine par un retournement lorsque Maman Krabs se cogne le pied et crie quelque chose qui ressemble à un gros mot. Tout le monde est choqué, mais il s'avère qu'elle réagissait en fait à Old Man Jenkins qui passait en klaxonnant avec exactement le même son. Tout le monde rit lorsqu'il devient clair qu'il s'agissait d'un malentendu.
L'épisode se conclut sur la leçon que le contexte compte lorsqu'il s'agit du langage. Ce qui inquiète dans cet épisode, c'est la façon dont il gère les gros mots dans une série pour enfants. Même si les vrais mots sont censurés, l'épisode enseigne en pratique aux enfants qu'il existe des mauvais mots et que les utiliser entraîne des conséquences. Certains parents ont probablement dû expliquer pourquoi certains mots sont inappropriés. L'épisode montre aussi à quel point les malentendus naissent d'eau facilement lorsque les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Bob l'éponge et Patrick n'avaient aucune idée qu'ils offensaient, mais leur ignorance n'a pas rendu le mal moindre, ni pour l'entreprise de Monsieur Krabs, ni pour les personnes qui les ont entendus. Il y a quelque chose de gênant dans la façon dont Bob l'éponge et Patrick s'enthousiasment pour un langage élégant sans se rendre compte qu'ils sont vulgaires. Patrick fait une confiance aveugle à son explication inventée des intensificateurs et Bob l'éponge l'adopte sans la remettre en question. L'épisode souligne également l'hypocrisie du langage. Monsieur Krabs se met en colère contre Bob l'éponge et Patrick pour avoir juré, mais utilise un langage bien pire dès qu'il se blesse. Et les garçons ont raison de le souligner en menaçant d'en parler à sa mère. Squirrel Jokes montre comment Bob l'éponge goûte pour la première fois au succès en tant que comédien, mais apprend que la popularité peut coûter des amitiés. Tout commence lorsque Monsieur Krabs décide de transformer le crabe croustillant en club de comédie pour une soirée. Bob l'éponge a l'occasion de se produire, mais sa première tentative de stand-up est un désastre. Il fait des blagues sur les salières et les tomates, mais personne ne rit. Le public commence à le huer et à se moquer de lui. Même Patrick finit par s'y joindre. Désespéré, Bob l'éponge cherche un nouveau matériau et son regard se pose sur les grandes dents de Sandy Écureuil. Il fait une blague, disant qu'un avion pourrait y atterrir. Soudain, le public rit. Encouragé, il continue avec des blagues sur les écureuils, leurs puces, leur odeur et le fait qu'ils restent enterrés sous terre pendant des mois. Le public adore et Bob l'éponge obtient enfin l'attention qu'il désirait. Tant. Le problème commence lorsque Monsieur Krabs voit à quel point les blagues sur les écureuils fonctionnent et déclare Bob l'éponge tête d'affiche des futures soirées comiques. Bob l'éponge est heureux et réfléchit à peine à la façon dont ces blagues affectent Sandy. Lorsque Sandy lui dit que les blagues font mal, Bob l'éponge minimise avec un « ce n'est qu'une blague » et souligne que tout le monde sait qu'elle est la plus intelligente de Bikini Bottom. Mais Sandy commence à remarquer les conséquences. Les enfants se moquent d'elle et les parents avertissent leurs enfants de ne pas trop s'en approcher, sinon ils deviendront tout aussi stupides. Sandy passe de scientifique respecté à cible ambulante. Lors de la représentation suivante de Bob l'éponge, le public s'impatiente et exige plus de blagues sur les écureuils. Il essaie d'autres sujets, mais personne ne rit. Et finalement, il choisit sa popularité plutôt que son amitié et s'appuie encore davantage sur les stéréotypes. Le point le plus bas arrive lorsqu'il traîne Sandy sur scène et dit que le public rit avec elle, pas d'elle. Mais il est évident qu'il rit d'elle. Sandy se venge ensuite. Elle invite Bob l'éponge dans sa maison arbre et agit comme une version exagérée et stéréotypée d'elle-même. Elle le frappe, lui enlève son casque d'eau
et le force à ressentir ce que c'est que d'être humilié. Ce n'est que lorsque Bob l'éponge admet qu'il a eu tort, que Sandy accepte qu'il abandonne les blagues sur les écureuils. L'épisode se termine avec Bob l'éponge changeant sa comédie. Il fait des blagues sur tout le monde, y compris lui-même. Sandy lui fait un signe de pouce approbateur. L'épisode montre à quelle vitesse les stéréotypes nuisibles se propagent lorsqu'ils sont emballés comme de l'humour, et l'ampleur de l'impact, même lorsque l'intention n'était pas malveillante. Can You Spare a Dime commence par un petit malentendu, mais évolue vers une histoire d'accusation infondée, d'itinérance et d'exploitation. Monsieur Krabs découvre que son premier centime gagné a disparu et accuse Carlo sans preuve. Il l'interroge agressivement et le traite comme un criminel. Carlo démissionne furieux. Ce qui suit est une réalité dure. Carlo se retrouve sans abri, perd tout et ressent une honte profonde face à sa situation. Bob l'éponge lui propose de rester chez lui, mais son aide se transforme peu à peu en entretien de la dépendance de Carlo. Carlo devient de plus en plus exigeant, tandis que Bob l'éponge s'épuise. Tout explose lorsque Bob l'éponge met littéralement Carlo dehors et le traîne de force jusqu'au crabe croustillant. Là, le centime tombe littéralement de la poche de Monsieur Krabs. Malgré cela, il refuse d'admettre qu'il avait tort. L'épisode se termine avec Carlo de retour dans le même environnement de Hubington. Travail toxique. Et Bob l'éponge enfilant à nouveau son costume de servante, sachant que ce cycle se répétera probablement. Procrastination se termine par une histoire très reconnaissable sur la procrastination et la pression académique. Bob l'éponge reçoit un devoir, écrire une rédaction. Il commence avec enthousiasme, mais se retrouve rapidement paralysé. Il invente 1000 raisons pour ne pas écrire, nettoyer, cuisiner, téléphoner, même philosopher avec le facteur. La culpabilité se transforme en un cauchemar surréaliste où sa maison prend feu et se moque de lui. À la fin, Bob l'éponge écrit sa rédaction en panique pour découvrir que le devoir a été annulé. L'épisode capture parfaitement le stress, la honte et l'absurdité de la procrastination. Nous avons couvert de nombreux épisodes. J'espère que tu dors déjà, ou que tu es au moins complètement détendu. Sur cette chaîne, il y aura d'autres vidéos sur Bob l'éponge et d'autres dessins animés comme Dora, Phineas et Ferb, et les parents fantastiques. J'espère que nous nous reverrons bientôt, pour nous détendre à nouveau, ensemble.